L'essentiel du TypeScript pour le développeur JavaScript. L'objectif de cette série sera de partager avec vous l'essentiel de TypeScript en tant que développeur JavaScript. Quand j'ai eu l'idée de cette vidéo, j'ai initialement voulu la réaliser en une seule vidéo pour éviter d'en faire une série. Mais après plusieurs réflexions, j'ai trouvé que c'était une mauvaise idée, étant donné que cela aurait donné une vidéo trop longue pour être digérée en une seule fois. Avant de vous donner un aperçu du contenu de la série, permettez-moi de me présenter. Moi, c'est Modeste Asiongbon, je suis développeur JavaScript senior, formateur et créateur de contenu. J'ai créé la chaîne d'InfoPulsor pour partager mes connaissances en développement web avec les personnes qui découvrent le monde de l'ingénierie logicielle, mais qui ne savent pas par où commencer, ainsi que des personnes souhaitant approfondir leurs connaissances dans le domaine. Je publie une vidéo chaque jeudi sur un sujet en rapport avec le développement web. Concernant le contenu, je pense personnellement que l'essentiel pour faire du TypeScript, c'est de savoir comment créer un projet TypeScript de zéro, comprendre la configuration et savoir la modifier pour l'adapter à ses besoins, réaliser la transpilation en utilisant un fichier de configuration spécifique, connaître les types de base, c'est-à-dire les primitifs et les non primitifs, les types personnalisés, les génériques, les interfaces, les types utilitaires, et enfin le plus important que beaucoup négligent, mais qui est recommandé même dans la documentation de TypeScript, c'est d'avoir une bonne base en JavaScript, puisque c'est le langage vers lequel le code est transpilé au final. Eh bien, je couvrirai tous ces éléments précités dans cette série. Et comme pour tout langage ou pour toute technologie, le reste viendra à force de pratique. Concernant les prérequis pour suivre cette série, vous devez avoir une bonne base en JavaScript, du moins savoir les types de base, les structures de contrôle, les fonctions et l'utilisation des modules. Vous devez également avoir une connaissance de base dans l'utilisation de la ligne de commande. Vous trouverez donc en description de cette vidéo des liens vers de précédentes vidéos qui traitent de ces sujets. Cette partie étant la première de la série, nous allons commencer progressivement avec quelques notions de base. La première question avec laquelle nous allons commencer cette partie est « c'est quoi TypeScript ?» TypeScript, pour faire simple, c'est du JavaScript auquel on ajoute du typage. Comme vous le savez tous, le JavaScript est un langage qui est typé dynamique. C'est-à-dire que je peux déclarer une variable, lui affecter une valeur, et c'est la valeur qui détermine le type de la variable. Et le souci avec les langages de programmation typés dynamiques, souvent, c'est que nous pouvons déclarer une variable lui affecter une valeur qui est un entier, et plus tard, dans le code, lui affecter, par exemple, une valeur qui est une chaîne de caractères, un objet, etc. Et ceci, des fois, ne facilite pas la maintenance du code et des fois entraîne des erreurs qu'on retrouve seulement lors de la phase d'exécution de notre programme. Donc le code de TypeScript, c'est du code JavaScript avec du typage. Donc je peux résumer tout cela par cette petite image que nous avons ici. Donc nous avons le JavaScript qui est doté de toutes les fonctionnalités, à savoir les types de base, les fonctions, les prototypes, les promises, les async, await et tout ça. Et au-dessus de tout cela, nous avons le typage à travers TypeScript. Donc le TypeScript nous permet d'avoir des interfaces, du typage fort, la possibilité de déclarer des types personnalisés, comme on le ferait dans un langage typé statique, un peu comme du Java. Une chose importante à savoir lorsqu'on utilise le TypeScript est la notion de runtime et de compile time. Comme nous le verrons par la suite, les types que nous ajoutons lorsque nous écrivons le code TypeScript est enlevé après la phase de transpilation. C'est-à-dire que le code TypeScript que nous écrivons suit une étape de transpilation et est transformé à la fin vers du code JavaScript sans les types. Donc lors de cette phase de transpilation, le typage est extrait du code pour avoir la fin du JavaScript, un code JavaScript classique. Donc on dit que le TypeScript est un langage de programmation qui fonctionne en mode compile time, c'est-à-dire que les types sont seulement présents lors de la phase de transpilation ou de compilation. Donc le runtime constitue la phase d'exécution du code. Et lors de la phase d'exécution du code, on exécute du code JavaScript. Donc il y a toujours une phase de transpilation du code TypeScript vers du JavaScript avant son utilisation. Vu que les navigateurs, par exemple, ne reconnaissent pas du TypeScript par défaut. Pareil pour les environnements d'exécution côté back-end comme Node.js qui ne reconnaît pas aujourd'hui du TypeScript par défaut. Donc il faut une phase de transpilation initiale avant que le code JavaScript ne soit reconnu par l'environnement d'exécution.
Et la deuxième question à se poser, c'est pourquoi faire du TypeScript? Donc on fait du TypeScript parce que le TypeScript, comme nous le verrons, facilite la maintenance du code. C'est-à-dire, lorsqu'on déclare une variable dans notre code en tant qu'entier, on sait que cette variable aura comme contenu des valeurs entières jusqu'à la fin du programme, au lieu de plus tard avoir la possibilité d'affecter dans cette variable déclarée initialement comme entier un objet, une valeur nulle, etc. Cela permet également d'éviter des erreurs liées au typage depuis notre éditeur de test. Donc on a la possibilité de voir tout de suite dans notre éditeur de test que lorsque nous déclarons une variable en tant qu'entier que nous voulons lui affecter plus tard un objet, donc on aura une erreur dans notre éditeur pour nous informer tout de suite que cette variable que nous avons déclarée initialement comme entier ne peut pas prendre des valeurs qui sont des objets ou des tableaux par exemple. Une question qui revient souvent dans la communauté est: est-ce qu'il faut apprendre simplement le TypeScript ou du JavaScript? Donc nous avons la réponse dans la documentation officielle de TypeScript ici, qui dit clairement que, vu que le TypeScript est transpilé vers du JavaScript, on ne peut pas apprendre du TypeScript sans initialement ou préalablement avoir appris le JavaScript. Donc une bonne compréhension du JavaScript est un prérequis pour apprendre du TypeScript, afin de vous faciliter l'apprentissage du TypeScript. Donc ceci permet de se focaliser sur la partie typage, comme nous l'avons vu ici, vu que le TypeScript ne fait que nous ajouter du typage sur le JavaScript que nous connaissons déjà. Donc vous trouverez sur la chaîne et dans la description de cette vidéo des liens vers une série complète sur le JavaScript, du moins l'essentiel ou les bases sur les types, la déclaration des fonctions, etc. Si nous revenons maintenant au côté pratique de la chose, pour pouvoir faire du TypeScript, il faut initialement procéder à l'installation du transpilateur ou du compilateur, comme le disent certaines personnes. Donc pour procéder à l'installation du transpilateur TypeScript, il suffit de faire npm install. Donc il suffit de procéder comme ça. Donc je fais npm install -g pour procéder à l'installation du transpilateur de façon globale sur mon environnement. Donc dans mon cas, je l'ai déjà. Donc je ne vais pas exécuter cette commande, même si je l'exécute, vu que j'ai pas le mode sudo, j'aurai un souci de permission. Donc dans votre cas, il suffit de procéder à l'installation de TypeScript de façon globale sur votre environnement pour pouvoir débuter avec TypeScript. Donc suite à l'exécution de cette commande vous donne de façon globale sur votre système une commande TSC, donc un binaire qui vous permet de réaliser des compilations. Donc vous pouvez faire après l'installation, si vous souhaitez vérifier que le binaire est bien installé, vous pouvez faire TSC comme ça, -verge. Donc cela vous donne la version du TypeScript ou du compilateur qui est installé sur votre ordinateur sur votre machine de façon globale. Donc c'est ce transpilateur que nous allons utiliser à chaque fois pour réaliser la transpilation de notre code TypeScript vers du code JavaScript avant son exécution par notre environnement d'exécution, que ce soit le navigateur ou Node.js par exemple. Donc nous allons ici, pour les tests, créer un dossier. Donc je vais créer un dossier ici que je vais nommer par exemple learn TypeScript. Donc je vais nommer learn.ts comme ça. Donc je me mets dans le dossier en question et à partir d'ici, nous allons faire tous nos tests à partir d'ici. Donc je vais ouvrir le dossier en question dans TypeScript, dans VS Code plutôt. Donc le classique, c'est d'initialiser un nouveau projet JavaScript ou un nouveau projet Node depuis le dossier en question. Ici, je vais procéder autrement. Donc je vais aller sans créer un dossier Node pour le moment. Donc dans une prochaine vidéo, nous verrons comment créer un projet complet de zéro en utilisant le transpilateur. Donc la première chose à savoir, le code TypeScript doit être inséré dans un fichier qui porte l'extension TS. Donc je vais créer ici un simple fichier que je vais nommer par exemple index.ts. Donc je viens ici de créer un fichier qui va contenir du code TypeScript.
Donc je peux simplement faire ici un hello world, le classique. Donc je fais ici. Donc notre environnement ici ne sait pas exécuter du TypeScript par défaut, vu que j'utilise Node, donc je ne peux pas procéder à l'exécution de ce code par défaut. Donc ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est qu'il faut procéder à la transpilation de ce code vers du JavaScript pour pouvoir procéder à son exécution. Donc pour pouvoir réaliser cela, on fait juste TSC pour le compilateur ou le transpilateur. Je vais utiliser le terme compilateur par la suite pour faire simple, ou les deux inversement. Donc on fait appel au transpilateur et on lui passe le fichier que nous souhaitons transpiler vers du TypeScript. Donc on fait ceci. Et lorsque j'exécute le transpilateur, on voit que cela me crée un fichier index.js. Et si on regarde le contenu est le même que ce que nous avons ici. Donc nous avons le même contenu, ce qui prouve que le code que nous avons écrit en TypeScript est transpilé vers du JavaScript à la fin. Donc on peut maintenant exécuter ce code pour voir que tout fonctionne bien. Donc je peux faire maintenant node index.js. Donc on voit que j'ai mon hello world qui s'affiche bien. Et cela prouve que mon code fonctionne ou que tout est OK pour l'exécution de mon fichier. Donc au cas où j'ai plusieurs fichiers, en supposant que j'ai un deuxième fichier que je nomme par exemple lib.ts et que je fais la même chose ici, console.log, et que je fais lib, comme ça. Donc pour procéder à la transpilation, il est possible également de passer plusieurs fichiers au transpilateur. Donc il me suffit de lister tous les fichiers que je veux transpiler. Donc là, je fais index.js et je fais index.ts et je fais lib.ts. Donc si j'exécute, donc j'ai les deux fichiers qui sont transpilés. Donc j'ai le index.js et j'ai le lib.js également qui est transpilé. Donc par défaut, tout est transpilé vers le dossier dans lequel nous nous trouvons. Donc nous verrons par la suite comment réaliser des configurations ou transpiler vers des dossiers spécifiques et tout. Donc ce que je vais faire par la suite pour le lib, je vais juste supprimer ces deux fichiers. Nous n'aurons pas besoin de ça, donc c'était juste pour montrer qu'on peut transpiler plusieurs fichiers à la fois. Donc je vais garder ces deux fichiers ouverts pour la suite, pour montrer vers quoi est transpilé le code que nous écrivons à chaque fois. Nous allons commencer par voir les types de base en TypeScript. Pour cela, nous allons commencer par les types primitifs, à savoir les numbers, les strings, les booléens, les null, les undefined et tout ça. Donc ici, nous avons un code JavaScript classique qui nous permet de déclarer certaines variables qui sont des types primitifs. Donc nous avons une chaîne de caractères, un nombre, un booléen, la valeur nulle et undefined. Donc il s'agit ici du code JavaScript classique pour des déclarations de variables. Donc si nous souhaitons faire de l'ajout de typage à ces variables, il nous suffit, côté TypeScript, de mettre deux points ici et de préciser le type de la variable. Donc ici, il s'agit d'une chaîne de caractères, donc nous mettons string. Ici, il s'agit d'un nombre, donc on met juste un number. Donc il s'agit des types que nous connaissons déjà en JavaScript, mais avec les noms des types en minuscules. Donc ici, nous avons du booléen. Ici, nous avons la valeur nulle. Et là, nous avons la valeur undefined. Donc ici, c'est les types qu'on rencontre généralement. Donc il y a les Bing et tout ça, mais le principe reste le même. C'est que vous déclarez la variable, deux points, après le nom de la variable, suivi du type, et après vous lui affectez la valeur. Donc si je fais un save ici et que je procède à la transpilation de mon code, donc on voit ici que ceci est transpilé vers du JavaScript classique, mais sans le typage, c'est-à-dire les variables que nous avons, sans les types que nous avons précisés ici. Donc on voit ici qu'à la fin, j'ai un var user qui correspond à Toto, j'ai l'âge qui correspond à 10 et tout ça. Et ici, nous voyons, après la phase de transpilation, aucun type ici. Donc les types ont été enlevés, comme je l'ai dit dans l'introduction. Vu que le JavaScript, au niveau du JavaScript, nous n'avons pas de typage.
Donc c'est la différence que je disais. Donc ici, lorsqu'on va procéder à l'exécution du code, on sera dans le runtime. Donc on n'a pas de type. Et ici, avant la phase de transpilation, nous avons les types et c'est ce qu'on appelle le compile time, dont je parlais dans l'introduction. Donc supposons maintenant que nous changeons ici. Donc je peux enlever tout ceci. Donc c'était juste des exemples. Donc supposons ici que je change ma variable, que je dis que ici c'est des variables qui peuvent plus tard contenir des valeurs. Donc ici, plus tard, lorsque je vais faire ici username et que je vais vouloir lui affecter par exemple une valeur qui est un entier, par exemple, supposons que je mette ici la valeur 17. J'ai une erreur ici qui me dit que je peux pas assigner la valeur 17 à une chaîne de caractères, vu que 17 c'est un number, c'est-à-dire un entier dans ce cas. Donc c'est l'avantage que le TypeScript nous apporte, et pour pouvoir réaliser cela, c'est que derrière, notre éditeur de test fait tourner un serveur TypeScript pour vérifier que la transpilation marche. Et s'il y a des erreurs de transpilation, il nous affiche là sur la bonne ligne. Donc, mais si je change cette valeur et que je change ça à une valeur qui a une chaîne de caractères, on voit maintenant que l'erreur disparaît et que je n'ai plus le surlignage rouge que j'avais précédemment. Donc pareil, ici, supposons que je garde le code de cette façon et que j'essaie de procéder à la compilation. Donc on voit ici que j'ai une erreur qui me dit que j'ai cette ligne qui a un souci. Et il me dit que le type number n'est pas assignable, on peut pas affecter. Le message, littéralement, c'est le type number ne peut pas être affecté à un type chaîne de caractères. Mais la traduction ou ce que cela veut dire dans la pratique, c'est que nous ne pouvons pas affecter une valeur entière dans une variable qui est déclarée initialement comme chaîne de caractères. Donc c'est ce que le message veut dire. Donc pareil ici, pour l'âge, donc si je corrige le message, si je corrige le problème, en affectant maintenant une valeur qui est une chaîne de caractères et que je procède à la transpilation, on voit là que j'ai plus de message d'erreur. Donc pareil, si je fais au niveau de l'âge, par exemple, et que je sais de lui affecter, par exemple, un objet ou une valeur qui n'a rien à voir avec le type initial, donc j'aurai également une erreur. Donc ça, c'est les erreurs de transpilation. Et c'est ce que je disais dans l'introduction, que le TypeScript nous permet d'éviter ces erreurs en amont, même avant de procéder à l'exécution du code. Donc il suffit de corriger ceci en passant une bonne valeur qui respecte le type initialement déclaré pour que tout soit bon. Une chose également à savoir au niveau du TypeScript, c'est la notion d'inférence. C'est-à-dire que ici, pour les types primitifs, généralement, lorsque nous procédons à la déclaration de cette façon, c'est qu'à l'initialisation, nous initialisons la valeur avec la valeur toto. Donc TypeScript est assez intelligent pour savoir que ça, c'est une valeur qui a une chaîne de caractères plutôt que nous affectons à notre variable username. Donc ici, on n'a plus besoin de préciser le string que nous avons mis ici. Donc pourquoi? Parce que ça fait un peu comme du surtypage au niveau de notre déclaration. C'est ce qu'on appelle l'inférence. L'inférence, c'est que on laisse le TypeScript déterminer le type à partir de l'initialisation de la valeur. Donc pour tout ce qui est primitif et des non primitifs connus comme les tableaux, on n'a pas besoin généralement de préciser le type parce que TypeScript est assez intelligent pour le savoir, surtout dans le cas des valeurs qui sont des valeurs primitives. Donc ici, on peut simplement enlever ceci et ceci revient au même. Donc on laisse TypeScript déterminer le type par inférence. Donc il est capable de savoir ici, lorsqu'on survole la variable, que c'est une variable de type number. Pareil ici, lorsqu'on survole ceci, il me dit que c'est une variable de type string.
Donc on peut procéder à la recompilation. Donc on verra qu'on n'a pas de message d'erreur. Donc tout est OK. Donc dans mon éditeur de test, j'ai quand même des erreurs ici liées à mon éditeur de test, vu que j'ai déjà exécuté le code, il me dit que j'ai déjà déclaré ces variables alors que c'est pas le cas. Donc j'espère que vous n'aurez pas ceci dans votre éditeur de test. Concernant la déclaration des types non primitifs en TypeScript, nous avons ici un code classique JavaScript de déclaration de variables qui prennent des valeurs non primitives ici. Donc ici, nous avons list qui prend une liste de chaînes de caractères et nous avons user qui prend comme valeur un objet qui représente les informations sur l'utilisateur. Donc pour procéder à la déclaration des types néant primitifs, lorsqu'il s'agit d'un tableau, nous avons deux façons de le faire. Soit on écrit string comme ça, c'est-à-dire le type des éléments qui seront dans le tableau, et on fait un crochet de cette façon. Donc on indique ainsi que nous déclarons un tableau de chaîne de caractères. Donc ça c'est la première façon de faire. Donc je peux procéder à la transpilation ici. On voit que j'ai pas de message d'erreur et lorsqu'on regarde le code, il s'agit du code JavaScript classique sans les types. Donc ça c'est la première façon de déclarer les tableaux. Donc si c'est un tableau d'entier, on mettra juste un number ici. Et la deuxième façon de déclarer les tableaux, c'est d'utiliser array de cette façon et de passer ici comme générique le type du contenu du tableau. Donc dans notre cas, il s'agit d'une chaîne de caractères. Donc on va mettre juste ici string. On voit qu'on n'a plus de message d'erreur. Et si je procède à la transpilation, donc j'ai pas de message d'erreur et cela se traduit par un tableau de valeurs qui sont des chaînes de caractères. Et concernant les objets, si nous venons maintenant aux objets ici, pour procéder à la déclaration, donc pareil, on fait ceci. Donc on ouvre les crochets et on procède à la déclaration. Donc ici, nous voyons que nous avons le name qui est une chaîne de caractères. Donc on fera simplement ceci. Donc on va faire name, on va dire que c'est une chaîne de caractères. On met un point virgule dans ce cas. On va dire que nous avons l'âge qui a une valeur qui est un entier, donc on va mettre ici number. Et nous avons enfin la valeur active qui est un booléen. Donc il suffit de mettre ici point virgule et de préciser que nous avons ici active qui est un booléen. Donc on met le point virgule également ici. Donc on vient ainsi de déclarer un objet dans notre cas. Donc on voit que l'objet a le name qui est une chaîne de caractères, l'âge qui est un number et l'active qui est un booléen. Donc cela décrit bien notre objet que nous avons ici. Donc c'est de cette façon qu'on déclare les objets, les types primitifs de type objet en TypeScript. Donc on va voir ici que si je modifie par exemple la valeur ici et que je dis que je veux que cette valeur soit plutôt un number par exemple, et que j'enregistre, on voit que j'ai une erreur ici qui me dit que le type espéré pour la valeur active, c'est du number. Donc on me dit ici que je peux pas affecter une valeur booléenne dans un number, parce que ici on s'attend à ce que active soit un number, d'où le message d'erreur ici. Donc autre chose, lorsque je veux ajouter ici un nouvel attribut, supposons que j'ajoute un attribut, par exemple département, et que je dis que c'est le département, par exemple, que c'est une chaîne de caractères, et que je fais le save, lorsque je vais procéder à la compilation, ici, je m'attends à voir une erreur au niveau du département. Parce que l'objet que j'affecte ici dans
dans ma variable initiale que j'ai déclarée ici, ne respecte plus l'interface que j'ai déclarée ou le typage que j'ai déclaré ici. Parce que j'ai dit ici clairement que je veux que mon utilisateur ou que les valeurs qui sont affectées dans ma variable respectent le type que j'ai déclaré ici. Donc on voit ici que le département manque dans les attributs. Donc raison pour laquelle j'ai l'erreur ici. Donc on me dit que si on regarde ici, on dit que la propriété département manque dans la valeur que j'ai affectée à ma variable. D'où l'erreur que j'ai ici. Donc pour corriger l'erreur, il me suffit d'ajouter le département ici. Donc je vais ajouter le département et préciser maintenant par exemple sa valeur. Je peux dire par exemple IT ici. Et si je procède à la transpilation, on voit que le message d'erreur a disparu. Donc supposons maintenant que je veux rendre le département optionnel pour faire en sorte que l'utilisateur n'ait pas à préciser cette valeur lors de l'affectation de la valeur à la variable ici. Donc pour pouvoir réaliser cela, TypeScript fournit un opérateur point d'interrogation comme ça pour dire que ce paramètre est optionnel. Donc au niveau des objets, lorsque j'ajoute ce signe point d'interrogation au niveau d'un attribut, cela veut dire que l'attribut devient optionnel. Donc d'abord, si je procède à l'exécution de ce code, je n'aurai rien vu que rien n'a changé et que nous procédons juste à rendre. Et que nous avons juste dit ici à TypeScript que cette valeur devient optionnelle, donc il n'y a rien dans le code, dans le résultat que nous avons. Donc si nous voulons vérifier que ceci marche, il suffit d'enlever cette valeur ou de le mettre en commentaire, cet attribut. Donc on va voir que cette fois-ci, on n'aura pas de message d'erreur. Et la raison, c'est parce que nous avons dit ici que cet attribut est optionnel. Mais lorsque je vais enlever le caractère optionnel, et que je réexécuter le code, on verra que nous aurons cette fois-ci une erreur qui va nous dire que le département est requis, et là, nous n'avons pas précisé cela, d'où l'erreur. Donc, pour faire passer, éviter l'erreur et rendre le paramètre ou l'attribut optionnel, il suffit de procéder de cette façon, en ajoutant le caractère en question. Donc, venons de voir ainsi comment déclarer un objet. Nous allons maintenant voir comment déclarer les fonctions au niveau de TypeScript. Nous allons déclarer une fonction simple. Donc si je procède à la compilation ou à la transpilation de ce code, j'aurai du JavaScript classique. Mais l'idée, c'est de procéder au typage de cette fonction. Donc au niveau des fonctions, il y a deux choses à préciser. Donc il faut préciser le type des valeurs en entrée. Donc ici, je peux dire explicitement que je veux des numbers. Donc je vais préciser ça au niveau des deux paramètres. Donc je fais aussi number ici. Et en plus de cela, je dois préciser le type de sortie. Donc je peux préciser cela ici en disant que à la sortie, je veux un number. Donc cela me permet de contrôler la façon dont la fonction sera appelée. Donc si je fais ici somme plus tard et que je lui passe la valeur Toto, et Toto, ou que je fasse par exemple 12 et ici 1. Donc je vois ici que j'ai une erreur qui me dit que je ne peux pas assigner une chaîne de caractères à un entier. Et la raison elle est simple, c'est parce que le premier paramètre attendu par ma fonction somme ici est un number, alors que ici je lui passe une chaîne de caractères. Donc si je compile cela, j'aurai également des erreurs de compilation. Donc pour éviter cela, il suffit d'enlever ici les double quotes pour que cela soit maintenant des valeurs qui sont des nombres. Donc on peut même procéder à l'exécution, à la transpilation. Donc on voit que tout est OK. Si je modifie ceci et qu'on procède à la transpilation, on a une erreur qui nous dit que nous essayons d'assigner une chaîne de caractères à un entier. Donc j'enlève ça à un nombre plutôt. Donc j'enlève ceci. Et nous pouvons aller plus loin si j'essaie ici de passer une valeur supplémentaire ici. J'ai mon
l'éditeur de test ou si je procède à la compilation, TypeScript me dit que je m'attends à recevoir ici, au niveau de ma fonction somme, lors de l'appel, deux paramètres. Alors que ici, je lui passe trois valeurs ou trois paramètres ici. Donc, il nous dit que le nombre d'arguments ici attendu, c'est 2, alors qu'on lui passe 3. Donc, cela nous sert encore une fois de garde-fou et ça facilite la maintenance. Si c'est qu'on était avec du JavaScript, donc du coup, on allait compiler, on allait procéder à l'exécution de ce code avant de se rendre peut-être compte que nous avons passé un paramètre supplémentaire et on n'aura même pas d'erreur dans l'exécution. Donc voilà pour la déclaration des fonctions. Et ici également, TypeScript, il faut savoir que TypeScript est assez intelligent, par exemple ici, pour pouvoir déterminer le type de retour par inférence. Donc même si j'enlève ceci, TypeScript est assez intelligent pour savoir que ma fonction retourne après des nombres. Donc si je modifie ceci, supposons que je fasse ceci, que je retourne par exemple ceci, que je mette ici par exemple somme égale à... Donc si on survole ici, on va voir que TypeScript doit déterminer le type de retour par inférence encore une fois. Donc il sait que c'est une chaîne de caractères que nous retournons. Jusque lorsque nous précisons le type de façon explicite, ça nous sert de garde-fou. Donc ça nous évite de faire des erreurs dans le retour que nous faisons. Donc supposons que notre idée initiale c'était de retourner de nombre et qu'on fait l'erreur de retourner la valeur de cette façon. Donc sans avoir précisé le type de retour explicitement, ça veut dire qu'on va laisser passer une erreur, glisser une erreur dans notre code, alors que c'est pas l'intention initiale. Donc pour éviter cela, on peut toujours préciser le type de retour lors de la définition de la fonction. Comme ça, si nous faisons l'erreur de retourner une mauvaise valeur, la valeur ne sera pas déterminée par inférence, mais on aura le type explicite que nous souhaitons en sortie. Donc voilà pour la déclaration de fonctions classiques. Donc on peut transformer cette fonction en une fonction un arrow function. Donc le principe reste le même. Donc je vais juste mettre ici, const ici, déclarer somme. Je peux dire somme A comme ça pour dire que c'est somme arrow. Je mets égal ici. Et je remplace ici par les arrows. Donc cela me permet d'avoir ma fonction. Et si plus tard je fais somme A et que je lui passe des valeurs qui ne sont pas bonnes, par exemple 1 comme ça, et 2, et que je vais essayer de procéder à la compilation. Donc on me dit ici que j'ai une erreur, que j'essaie d'assigner une chaîne de caractères à un entier. Donc le principe est le même. Et là, je peux aller plus loin et réduire encore plus ma fonction et faire directement comme ça, vu que nous sommes dans un cas de arrow function. Donc ici, si je ramène la valeur 1 et que je procède à l'exécution, à la transpilation, on voit que le code est bien transpilé et nous avons le résultat ici. Donc ceci est transformé en une fonction au final, sans les types. Donc voilà pour la déclaration des fonctions. Donc ce qu'il faut noter également au niveau du TypeScript, il y a un type qui est un peu un type bateau qui peut prendre n'importe quelle valeur. Donc c'est le type any. Donc supposons que je veux faire en sorte que le premier paramètre de ma fonction autorise n'importe quel type. C'est-à-dire que je veux pouvoir passer à la fois une chaîne de caractères, pouvoir passer des valeurs nulles et tout. Donc je peux déclarer ma fonction de cette façon. Donc en procédant ainsi, ça veut dire que la première valeur ici peut être une chaîne de caractères. Lorsqu'on va procéder à la compilation, on n'aura pas d'erreur. Pourquoi? Parce que ce type est un type qui accepte toutes les valeurs possibles. Donc on voit ici que nous avons passé la valeur 1, nous n'avons pas d'erreur. Même si je passe ici un tableau, j'aurai pas d'erreur. Lorsque je passe un objet, j'aurai pas d'erreur. Lorsque je passe nul, j'aurai pas d'erreur. Lorsque je passe undefined, j'aurai pas d'erreur. Donc c'est le type any
qui permet de faire cela. Donc ça permet de prendre tous les types et c'est un type à éviter le maximum possible lorsque nous écrivons du code, de toujours chercher à fournir les bons types. À moins que nous prenions un code qui vient par exemple d'une librairie ou que nous ne savons pas comment la typer ou que c'est compliqué, là on peut utiliser le any pour faire passer la transpilation et exécuter notre code. Nous allons maintenant découvrir l'utilisation des classes dans TypeScript. Pour cela, nous avons ici un code classique sans le typage, où nous déclarons une classe utilisateur dotée d'un nom, d'un âge. Nous avons la fonction constructeur qui permet d'initialiser les valeurs, les attributs de l'utilisateur, une fonction getInfo qui permet de récupérer des informations sur l'utilisateur sous format chaîne de caractères. Nous avons une fonction getName qui permet de récupérer le nom de l'utilisateur. Nous allons procéder au typage en utilisant le TypeScript. Donc la première chose ici, c'est que nous pouvons ajouter les visibilités. Donc je peux dire ici que ces éléments sont des privates, par exemple, pour ne pas permettre leur accès à l'extérieur. Donc je peux également indiquer ici que le nom, c'est une chaîne de caractères et l'âge, que c'est un number. En plus de cela, ici également, si je ne précise pas le type, c'est any, donc je vais faire pareil ici. Donc au niveau du nom, je vais dire que c'est une chaîne de caractères. Et au niveau de l'âge également, c'est un number. Donc au niveau des méthodes, il faut juste préciser le type de retour. Ici, nous sommes dans un cas de retour de chaîne de caractères. Donc je fais juste string ici. Pareil ici. Donc si j'avais une fonction getAge ici, ça veut dire que son retour sera dans ce cas un nombre. Donc ici, si je fais ici age et que je remplace ici, que je dis que j'ai age ici, donc ça veut dire que le retour sera un number ici. Donc on va tester déjà la transpilation. Donc nous n'avons pas de message d'erreur. Si on regarde le code final, donc on voit que nous avons ceci est transformé en une fonction avec l'utilisation des prototypes. Donc si vous avez déjà suivi ma vidéo sur l'utilisation des prototypes ou la programmation orientée objet, nous avons vu ça dans une précédente vidéo. Donc hormis les types que nous n'avons pas ici, donc nous avons notre fonction constructeur auquel nous ajoutons en utilisant le prototype les méthodes qui seront accessibles aux objets créés en faisant new en utilisant la fonction constructeur que nous avons déclarée ici. Donc ceci est un code que vous pouvez facilement comprendre si vous avez déjà une bonne compréhension de la programmation orientée objet en JavaScript. Donc c'est du code JavaScript ici en utilisant les prototypes. Donc comme nous le verrons dans la prochaine vidéo, il est possible de préciser vers quelle version du ECMAScript transpiler notre code par exemple. Donc ça c'est quelque chose que nous verrons dans la prochaine vidéo. Donc pour le moment, on voit que nous avons procédé au typage, que la transpilation marche et que nous avons notre code JavaScript qui est là. Donc une chose que nous allons faire ici, en plus de créer les classes, on va procéder à l'utilisation de la classe ici pour faire un petit test. Donc je peux ici créer un utilisateur. Donc du coup, il me suffit ici de faire new user. Donc ici, dès qu'on utilise la fonction constructeur, on nous indique déjà que le premier paramètre attendu représente le nom et que c'est une chaîne de caractères. Donc on va dire ici, par exemple, Toto. Et on va lui donner l'âge. Donc si je mets par exemple 26 ici, et que je procède à la transpilation,
Donc c'est bon. Si je regarde mon code JavaScript issu de la transpilation, donc on voit d'abord la déclaration de notre classe, nous avons l'utilisation. Donc ici, si j'essaie de ne pas respecter l'interface qui est définie, si je fais ça, donc on voit que j'ai une erreur parce que j'ai dit explicitement au niveau de mon constructeur ici que l'âge doit être number. Donc ça me permet d'avoir un garde-fou. Donc je fais un save ici. Dans ce cas, je vais procéder juste à l'exécution du code. Et oui, donc ici, il faut faire par exemple console log. Donc je vais faire user get info simplement. Donc on va voir ce que ça donne. Je procède à la transpilation. Et maintenant, il faut exécuter le code JavaScript qui est généré. Donc j'ai name toto âge 26 qui est affiché, donc qui correspond aux valeurs que j'ai renseignées pour l'utilisateur. Donc c'est ce qui correspond à l'exécution de la fonction getInfo que j'ai ici. Donc voilà, ici nous pouvons préciser les visibilités également pour les autres fonctions ici que nous avons. Donc on peut dire ici que c'est public. Donc mettre public ou pas, cela revient à la même pour le cas de la visibilité publique dans ce cas. Donc on peut de nouveau procéder à l'exécution du code, voir que la transpilation marche et que rien n'a changé. Donc la transpilation marche, on doit avoir le même résultat qu'avant. Donc là c'est bon. Donc on peut également ici faire un test et procéder à l'héritage de cette classe. Donc supposons que nous voulons créer une autre classe qui hérite de user. Donc on peut dire par exemple que nous avons employé par exemple. Et en supposant que nous avons une classe employé qui hérite de la classe user ou qui étend cette classe en ajoutant le département. Donc on peut procéder comme ça. Donc je vais faire private ici et dire ici que j'ai le département par exemple, le département. Et je dirais que ceci c'est également une chaîne de caractères. Je précise le constructeur ici. Constructeur. Et là, je vais dire que cette classe employee étant user. Donc je crois que je vais faire juste extend ici pour dire que j'étends cette classe. Et au niveau du constructeur, je vais préciser les différents paramètres. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, je vais dire ici que j'ai toujours le nom qui est une chaîne de caractères. J'ai l'âge qui est une valeur entière. Et j'ai enfin le département qui est une chaîne de caractères. Donc dans mon constructeur ici, je dois faire d'abord appel au constructeur du parent. Donc il me suffit de faire ici un petit super, de faire appel au parent. Donc je fais name, âge, et cela dans les coulisses, là va faire appel au constructeur de user pour lui passer ces différentes valeurs. Il me dit ici que super n'est pas autorisé en dehors du constructeur. Est-ce que là, je suis pas dans un constructeur? Peut-être que j'ai mal écrit. Constructeur ici. Ouais. Je retourne là. Constructeur. Parce que je l'ai mal écrit. Ouais, j'ai mis le R. Constructeur, ok. Donc là, c'est bon. Mais en plus de ceci, je dois faire un 10.département et affecter maintenant le bon département. Donc si je crée ici une nouvelle fonction getInfo,
Donc cette fois-ci, en plus des valeurs que nous avons déjà, savoir le name, l'âge, on va également ajouter en plus du name et de l'âge, le département. Donc ce que je vais faire ici, je peux faire simplement super ici. Super. Et je fais get info. Et à cela, j'ajoute les infos sur le département. Donc je vais mettre ici simplement une virgule. Je mets une virgule ici et je mets le département. Donc je vais mettre juste comme ça, département. Et je mets la valeur du département. Donc je fais ici 10.department. Donc pour résumer, j'ai fait l'extension de la classe user. J'ai redéfini mon constructeur en faisant appel au constructeur du parent, en définissant ma nouvelle valeur qui est département. J'ai ajouté une nouvelle fonction getInfo. Et dans ce getInfo, je fais appel au parent, à la fonction du parent, en ajoutant la valeur département ici. Donc on va voir ce que ça donne. Donc ici, j'avais un utilisateur qui est un simple utilisateur. Donc je vais déclarer un second utilisateur maintenant qui est un employé. Donc il me suffit ici de dire que maintenant je déclare un employé. Donc je vais dire ici que je déclare un employé et que sa valeur c'est par exemple employee one. Donc je vais faire employee, son nom c'est employee one 12 ou plutôt 34 par exemple. Ici, je dois préciser que c'est un employé. Donc, TypeScript me dit tout de suite qu'il manque un paramètre qui représente le département. Donc, je peux mettre ici IT. Ok, là c'est bon. Il me suffit de changer le user ici en employé. Donc, on s'attend à avoir cette fois-ci, en plus du name toto âge, également le nom de l'employé avec son département. Donc déjà, si je procède à la transpilation, j'ai pas d'erreur, donc je vérifie le résultat issu de la transpilation. Donc on s'attend à avoir maintenant deux classes. Donc il y a TypeScript qui procède à la transpilation vers une version du JavaScript ici en faisant des manipulations basées sur des manipulations pour pouvoir réaliser l'héritage en question. Donc ici, nous avons notre user, nous avons notre employee et nous avons notre code. Donc on va tester que tout marche. Donc si tout marche, on s'attend à voir le bon résultat dans la console. Donc je fais ceci. On va procéder à l'exécution. Donc on voit que nous avons bien le résultat escompté, c'est-à-dire Toto avec sa valeur 26. Et dans le cas de l'employé, nous avons le nom de l'employé qui est employee one, l'âge qui est passé et son département. La notion de union type. Supposons par exemple que j'ai une chaîne de caractères qui représente par exemple le département et que nous voulons faire en sorte que le département soit par exemple IT, soit HR pour Human Resource et que c'est tout. Donc c'est-à-dire que nous voulons restreindre le type que ce soit cette deux chaînes de caractères. Donc avec ce que nous avons vu jusque-là, supposons que cette valeur représente pour moi le département. Je vais mettre plutôt un let ici. Que ceci représente pour nous le département. Donc l'idée c'est qu'on puisse affecter soit la valeur IT, soit la valeur HR dans le département. Donc avec nos connaissances aujourd'hui, ou ce que nous avons vu jusque-là, pour pouvoir faire cela, on peut simplement déclarer le type en tant que string. Mais l'impact que ceci a, c'est que lorsqu'on fait department plus tard, c'est qu'on peut lui affecter également la valeur toto, alors que c'est pas ce que nous souhaitons faire.
L'idée, c'est qu'on accepte seulement la valeur IT ou soit HR. Donc, pour pouvoir réaliser cela, on peut utiliser ce qu'on appelle le union type. Donc, il suffit, à la place du string ici, de dire que nous voulons explicitement prendre la valeur IT ou soit la valeur HR comme ça. Donc, en procédant ainsi, on voit tout de suite que nous avons une erreur ici et cela nous dit que nous essayons d'inviter la valeur Toto dans une variable qui accepte seulement les valeurs IT et HR. Donc, il nous suffit ici de passer par exemple HR pour que le typage soit bon. Donc, ça veut dire que soit on passe HR, soit on passe IT. Donc, c'est les deux valeurs seulement qui sont autorisées. Donc, il faut noter que le union type permet de combiner plusieurs types. Donc, on peut dire également ici que nous acceptons également, par exemple, des booléens. Donc, ça passe également, ça veut dire que ici, plus tard, nous pouvons mettre ici false dans notre variable. Donc, c'est ce qu'on appelle les union type et on peut les utiliser pour combiner différents types. Donc, je peux mettre également ici, si je dis nul, par exemple, ça veut dire que ça va accepter seulement les valeurs nulles ou booléens. Donc, ça m'oblige à remplacer ceci, soit par nul, soit par une valeur booléenne. Donc, il y a également l'intersection des types qui permet de combiner également différents types. Mais nous allons voir ça dans la prochaine vidéo de cette série. Donc, nous voici arrivés à la fin de cette première partie de cette série sur l'essentiel du TypeScript pour le développeur JavaScript. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau à travers cette vidéo. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à la liker. Et afin d'encourager le travail que je fais, n'hésitez pas à partager les vidéos au cas où vous les aimez avec d'autres personnes via les médias sociaux, que ce soit sur Twitter ou sur LinkedIn afin d'améliorer également la visibilité de ma chaîne. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo de cette série où nous mettrons un accent particulier sur les fichiers de configuration TypeScript qui nous permettent de réaliser des compilations pour répondre à des besoins spécifiques.